salut à tous, c'est Sturi, on n'est pas là pour rigoler. Non, épisode de Monday Night Raw très sérieux. Vous avez vu la vignette, ce soir on aura du détecteur de mensonges et un double mariage. Le tout sur cette route de WrestleMania Backlash. On est parti pour découvrir qu'est-ce qui s'est passé à Buffalo, New York, dans la nuit du lundi 18 avril au mardi 19 avril 2022. L'Euro Recap, mais pas tout de suite. Une breaking news avec un départ de WWE, une fin de contrat, un contrat non négocié, non renouvelé pour Monsieur Kushida, superstar évoluant du côté de NXT qui avait rejoint la compagnie en 2019, considéré comme beaucoup comme le véritable ace de la division junior du côté de New Japan Pro Wrestling, une arrivée qui avait été très réclamée pour Triple H pour un projet qui malheureusement s'est jamais concrétisé. Rapidement blessé, Kushida a très vite été relégué au sommet, en quelque sorte, de la division Cruiserweight, qui est une toute petite division du côté de NXT, on le sait. Cela dit, il aura quand même livré quelques batailles mythiques contre Johnny Gargano, Pete Dunne ou encore Roderick Strong, pour finalement être relégué dans un rôle de comédie lors du lancement de NXT 2.0 aux côtés de Ikemen Jiro. On ne sait pas, cela dit, si c'est Kushida qui n'a pas souhaité renouveler son expérience à la WWE ou si c'est la WWE qui a jugé elle-même qu'il n'était pas utile de le re-signer. Quoi qu'il en soit, on a désormais un immense talent qui pourrait rejoindre n'importe quelle compagnie dès à présent. Et malheureusement pour ce bon vieux Flo, en souvenir d'un 3CFM, on n'aura pas l'arrivée dans le roster principal d'un certain Thierry japonais. Imagine, dès que je vois Kushida à l'écran, je me dis putain, je pense au main roster. Ouais, ils vont l'appeler Thierry japonais, ça va être chiant, tu vois. Mais c'est ça, moi, qui me tue. Puisqu'en effet, WWE est actuellement en pleine campagne de changement d'identité pour ses superstars de NXT 2.0 notamment. Vince McMahon a donné la consigne que tous les catcheurs utilisant leur vrai nom ou des surnoms popularisés dans le circuit indépendant se verraient en effet leur identité totalement transformée. C'était le cas pour pas mal de catcheurs déjà. On a bien vu Gunther, Ludwig Kaiser, même là très récemment Austin Theory qui est désormais juste devenu Theory. Voilà, en théorie ça se passe bien. En effet, une décision qui fait grincer les dents de pas mal de fans de catch, WWE a ses raisons. Et le fameux 15 avril que j'évoquais dans le dernier SmackDown Recap fait toujours grincer des dents. Le WWE n'a pour l'instant toujours pas procédé à son grand ménage de printemps, pas de vague de licenciements en vue. Bien entendu, je vous tiendrai informé, on restera aux aguets, si jamais ça se produit, et ben on priera. Ou pour certains cas, on se réjouira. Buffalo, New York, Monday Night Raw, on est parti, on nous remontre tout ce qui s'est passé dans la storyline entre Cody Rhodes d'un côté, Seth Rollins de l'autre, le match qui a été confirmé, validé pour WrestleMania Backlash, c'est la revanche. Un Seth Rollins qui fait son entrée, qui a quelques paroles pour public avant d'introduire son futur adversaire Cody Rhodes. Gros feu d'artifice, grosses acclamations. Cody Rhodes qui se sent évidemment chez lui, partout où il va aller, puisque c'est son Amérique à lui, il sera chez lui partout. Il rappelle subtilement en plus de ça à Seth Rollins que la ville de Buffalo est très importante pour lui parce que, petite piqûre de rappel, Battleground 2013, victoire historique pour la famille Rhodes sur le Shield avec une victoire finale de Cody Rhodes sur Seth Rollins. Le clin d'œil était subtil mais il était là quand même. Seth Rollins va comme la semaine dernière se plaindre de ne pas avoir connu son adversaire à l'avance pour WrestleMania alors que Cody Rhodes était préparé, alors ce soir il propose à Cody Rhodes de lui choisir un adversaire mystère pour le main event de la soirée. Cody, évidemment, il est pas farouche, il va accepter le défi au plus grand plaisir du public et évidemment, je vais encore le dire, je vais encore me répéter, mais Cody Rhodes est vraiment, véritablement le babyface qui manquait depuis très longtemps à la WWE et ça se ressent. Voilà, tout est naturel, les interactions avec le public sont géniales. J'ai adoré le passage où il a interrompu à plusieurs reprises Seth Rollins pour tout simplement aller se faire mousser et ça a agacé Seth Rollins. Bonne interaction, bon segment d'ouverture et puis petit suspense, petit mystère quant à l'adversaire mystère de Cody Rhodes dans le main event. On nous l'a promis depuis 2 semaines déjà, on est parti, championnat par équipe féminin, Sasha Banks et Naomi défendent contre Liv Morgan et Rhea Ripley, qui pour info arrive bras dessus bras dessous. Y a-t-il y avoir dissension? Ça nous a été teasé il y a 2 semaines, puis ça a été mis de côté lors du dernier épisode de SmackDown. Un schéma cela dit assez classique où Liv Morgan va commettre les erreurs, alors que sa partenaire Rhea Ripley est plutôt dominante dans les situations où elle est la femme légale. Ceci dit, Rhea Ripley en pleine confiance va faire un blind tag à Liv Morgan pour porter son finish à Naomi, un tombé qui va être malheureusement interrompu à la toute dernière seconde par une Sasha Banks qui a su déjouer la défense un peu mauvaise de Liv Morgan. Le sauvetage était assez héroïque et derrière, la pauvre Rhea Ripley, elle s'est fait enchaîner par Naomi et Sasha Banks qui vont remporter la victoire. Et en effet, dans l'aftermatch qui devait arriver arriva, Rhea Ripley pète un cap sur Liv Morgan et décide de l'attaquer, c'est le split. Il turn de Rhea Ripley qui commencera vraisemblablement un programme contre Liv Morgan. On n'a pas des bons souvenirs de la période heel de Rhea Ripley dans le roster principal. Est-ce que c'est le bon move? Elle a peut-être beaucoup de choses à nous montrer. Elle refusera d'ailleurs un peu plus tard de se justifier au micro de Megan Morant. On n'a pas eu les avis de Liv Morgan. C'est peut-être un peu dommage en effet de se priver d'une équipe dans cette
division qui est assez pauvre, mais pour Rhea Ripley, il était véritablement temps qu'elle revienne en solo. Je suis un peu curieux quant à la suite des événements. Sonya Deville qui nous fait part de son abus de pouvoir. Pas du tout, elle nous dit pas qu'elle a abusé de son pouvoir, c'est juste qu'elle a toujours été prête, elle est toujours une compétitrice avant tout, et d'ailleurs, elle nous dit même, j'étais general manager contre mon gré, on m'a pas demandé mon avis, on m'a obligé, moi dans ma tête, j'étais toujours une catcheuse, hein. Alors évidemment, Bianca Belair va tout de suite l'interrompre, Sonya Deville va, cette fois-ci, se cacher derrière sa veste de general manager en disant, tu peux pas me toucher, sinon quoi, sinon je te suspends, je te retire ton titre, et tant qu'à faire, retire-lui tout de suite, et puis tu te le mets autour de la taille, si c'est ça le projet. Bianca Belair va désobéir et la porter sur ses épaules pour le Kyodi. Il y a eu une bonne réaction de la part du public. Elle va finalement lâcher la prise, c'était juste un avertissement. Sonya Deville l'a menacé de lui donner une amende et d'ailleurs on retrouvera un petit peu plus tard Adam Pearce au téléphone. Justement, il laissait un message sur un répondeur et figurez-vous que ce répondeur c'était le mien. Il m'a juste dit frère, arrête d'utiliser mon image pour réclamer des pouces bleus, ça se fait pas. Pas de quoi il parle. Sonya Deville, elle est venue se plaindre auprès d'Adam Pearce et Bianca Belair, elle s'est pointée avec un billet $1. Elle a fait voilà, je paye mon amende et en effet, Adam Pearce, qui jugeait la situation pas très honnête de la part de Sonya Deville, a seulement donné une amende de $1 et bien entendu, Sonya Deville derrière est restée totalement pantoise. Voilà, c'était là. La bonne nouvelle pour tout ça, c'est que ce combat est probablement pas prévu pour WrestleMania Backlash, puisqu'on l'aura déjà la semaine prochaine dans la ville natale de Bianca Belair, où elle se fera peut-être humilier, vu que tous les héros perdent dans leur ville natale à la WWE. J'espère pas que ça sera le cas ici présentement. Virman, où il est vu squasher un mec de Buffalo qui s'appelait Jeff Brooks. Il a pas vu le jour, il s'est fait désinguer, il a porté sa prise de soumission, il a gagné. Derrière, évidemment, il a recommencé, la sécurité est arrivée, ils les ont séparés, il a recommencé, le mec a été évacué en civière. Et pendant que le mec était évacué en civière, il y a Kevin Owens qui est arrivé au ring, qui s'est marré. Comme vous l'aurez compris, c'est le moment du fameux détecteur de mensonges, où Kevin Owens a fait venir sur le ring Chad Gable, qui a un peu de matériel, voilà, pour faire passer le test. Ezekiel fait son entrée, alors il l'appelle pas Ezekiel, il dit « Elias, vas-y, fais ton entrée ». Chad Gable, à côté de ça, il est hilarant, il en fait des caisses, c'était vraiment un très bon choix de l'avoir amené, et surtout d'avoir fait ce segment live devant l'audience. Chad Gable, il a installé le matériel, il a fait des tests, il a fait « Est-ce que le ciel est bleu ?» Ezekiel, il a répondu « Oui », donc là, il n'y avait pas eu de variation sur le truc. Alors maintenant, je vais faire un test dans l'autre sens, réponds mal, est-ce qu'on est lundi ce soir? Donc Ezekiel il dit non, donc là de ce fait tu vois le truc osciller et Kevin Owens il fait objection! Tu vois que c'est un menteur, tu vois que c'est... Bah oui mais c'était un test, c'était un peu rigolo. Alors tout de suite on est rentré dans le vif du sujet, est-ce que tu t'appelles Ezekiel? Le mec a dit oui. Ça a pas vibré. Est-ce que tu peux confirmer que t'es le petit frère de Elias? Le mec a répondu oui, et ça a encore une fois pas vibré. Ça a juste un peu plus agacé Kevin Owens, qui a menacé Ezekiel de le frapper. Ezekiel lui a dit sinon quoi. De ce fait, Chad Gable lui a tendu une embuscade dans le dos, on est parti à la pub, retour de pub. Ezekiel contre Chad Gable, 3 minutes 30. Alors si Ezekiel n'est pas Elias, en tout cas, ils ont un truc en commun, c'est-à-dire que sur les segments, il est divertissant, c'est très très cool. Souvenez-vous de Elias à la guitare, le public est à fond, mais dès lors que ça catch, le public se calme. Et en effet, là, le public, malgré la curiosité de la nouveauté, est resté quand même assez calme sur cette rencontre où Chad Gable a montré des trucs plutôt cool. Évidemment, il va se faire contrer un moonsault et 2 pieds dans la gueule de la part de Ezekiel, qui va amener une prise de soumission. Est-ce que Chad Gable était sur le point d'abandonner? On le saura jamais, puisque Otis est venu intervenir, coûtant ainsi la disqualification. Victoire d'Ezekiel, la storyline se poursuit, et jusqu'où le délire va être porté. On nous a remontré toute la storyline entre les Usos, RK Bro, qui est un peu le programme hot du moment, vu que Roman Reigns, il est aux abonnés absents. Ce soir, RK Bro, ils affrontent les Street Profits. Encore. Toujours un aussi bon accueil de la part du public pour les champions par équipe de Raw. Les serpents, les claquettes, les sauterelles... Non! Les lapins! Les claquettes, les lapins! Vous allez changer d'animaux toutes les semaines! Les claquettes, les lapins, ok. Quel un mouton. On est parti pour la routine. 8 minutes de match avec toujours la même mécanique, avec Riddle qui se fait casser la gueule. Il y a quand même eu un chouette top spot juste avant la pub où il a fait un Spanish Fly depuis la 3ème corde. C'était assez impressionnant, mais on est parti à la pub, retour de pub. Il se faisait dominer. Quand il a été faire le hot tag, Randy Orton, comme d'habitude, 2 cordes à linge, un power slam, le DDT en stéréo avec Riddle. Et là, alors que Riddle il était chaud, il avait pris le relais pour aller faire le RKO final. Là, il y a eu la musique des Usos. Mais les Usos ne sont pas venus, la distraction était payante puisque les Street Profits vont battre Riddle à la fin avec le blockbuster assisté 1, 2, 3. Et à la fin du match, les Street Profits se sont dit, il n'y a pas que les Usos qui sont dans la course, il va pas falloir nous sous-estimer, on va rester pertinent. Et en effet, c'est un bon point pour laisser les Street Profits pertinents, c'est juste que le catch aurait pu être un peu différent et terminer avec une distraction, j'ai trouvé ça un peu facile. Encore une fois, on nous a remontré toute la storyline entre Damian Priest et Jay Styles et Edge. Pas présent la semaine dernière, mais cette semaine, il est présent, mais pas pour le public en live, il est présent pour une vignette enregistrée où il est installé sur un trône. À côté de lui, il y a Damian Priest, et là, Edge va s'adresser à nous en disant qu'il fait quelque chose là de plus dark, de plus sombre que l'époque où il était dans le Brood. Alors, je sais pas si les fans aujourd'hui se souviennent du Brood, mais c'était
c'était là, c'était pas non plus si dark, quoi. C'était un peu cool, c'était rigolo, mais ça s'arrête là. Et puis dans la promo, il y a pas l'air d'y avoir grand chose de dark, à part que les mecs ont des chemises noires et que c'est la collection Camisa Negra. Une promo à la base de You People, vous avez préféré applaudir Bad Bunny que Damian Priest. Vous me considérez, moi, Edge, comme un part-timer, alors que j'ai bien plus à offrir que n'importe qui dans cette compagnie. Bref, les fans sont à blâmer, personne voulait m'affronter à WrestleMania, AJ Styles, tu fais pitié, on s'affrontera à WrestleMania Backlash. Voilà, le défi est lancé. Plus tard, on a retrouvé AJ Styles en interview, il a dit ok pour le défi, là les lumières elles se sont mises à trembler. Judgment for someone who... Sarah, allow me to go. Ils l'ont attaqué, ils l'ont apparemment blessé à l'épaule, il est dans le rôle de l'underdog de ce fait, et on verra comment ça se construira pour les semaines à venir. Je suis pas particulièrement excité pour l'instant. Le projet Austin Theory qui challenge Finn Balor pour le championnat des États-Unis. Ils ont fait un long clip pour nous résumer qui était Austin Theory, le protégé de Vince McMahon. Le projet, il est sur lui. Malheureusement pas sur Finn Balor. La crainte va juste se justifier, parce que au terme d'un match que j'ai trouvé particulièrement chouette, je sais qu'on sera pas tous du même avis parce que c'est un rythme qui restait quand même assez lent, mais un bon travail sur la nuque de Finn Balor qui prendra tout son sens, notamment dans le sprint final, où Austin Theory a compté uniquement sur son catch pour déjouer les plans de Balor, qui avait des bons comebacks qui revenaient bien pour esquiver le stomp final et porter son finish pour la victoire. 1, 2, 3, nouveau champion des États-Unis, Austin Theory, enfin... juste théorie. Ils en ont fait des caisses d'ailleurs parce qu'il y a tous les heels de bas de carte. Mais vraiment de bas de carte. On a même vu T-Bar, le commandant Aziz, qui portait Austin Theory en triomphe. Vince McMahon qui arrivait à la fin pour applaudir Theory. Bravo à lui, bravo. Là, ils ont fait un selfie ensemble. C'était un peu marrant parce que bon, ça, en effet, bon, bah oui, c'est un projet Theory. Là, maintenant, il n'y a plus de doute. Donc le résultat final est logique, mais il y a eu une vague, il faut le savoir, de grands mécontentements sur les réseaux sociaux pour Finn Balor et plus particulièrement pour Prince Devitt, qui s'est retrouvé en tendance sur Twitter. Là, les fans réclament à ce que Finn Balor quitte WWE pour aller rejoindre d'autres compagnies où il pourrait mieux exprimer son art. Alors en effet, il y a une frustration qui existe déjà depuis très longtemps autour de Finn Balor, autour de son utilisation à la WWE, même si là, dans ce programme-là, je trouve que c'est pas forcément, tu vois, le bon chemin de se plaindre à ce moment précis, parce que il était juste là pour construire l'avenir, et l'avenir, en effet, c'est peut-être plus théorique Balor. Mais en effet, comme je disais tout à l'heure, s'il y avait une vague de licenciements, est-ce que Finn Balor a encore des choses à apporter à la WWE? Est-ce que WWE peut encore apporter des choses à Finn Balor, à part, on le sait bien, hein, un confort salarial? Je vous pose la question, dites-moi tout dans les commentaires, est-ce que Finn Balor doit quitter la WWE pour sauver ce qui reste de sa carrière? Et que pensez-vous du projet Theory? Comme ça, on contrebalance, on justifie, on écrit, on partage, et tout ça, bien entendu, en étant des bons ambassadeurs du catch. Backstage, on retrouve Seth Rollins sur son téléphone, qui est en train de mettre des pouces bleus à cette vidéo. Pas comme Adam Pearce. Il est interrompu de nulle part par Kevin Pantois de WWE Fanny Cordy, et Kevin Patrick, avec tout le respect que j'ai pour lui, il va poser, je pense, la question la plus débile possible à Seth Rollins. Il va lui demander, est-ce que tu peux nous révéler le nom de l'adversaire de Cody ce soir dans le main event? Alors que tout le principe, c'est que c'est une surprise. Donc bah il va dire non. Seth Rollins, il va, bah non, bah t'es con. Il doit pas savoir qui il affronte pour pas se préparer, il doit le savoir au dernier moment, comme moi, je l'ai su au dernier moment pour WrestleMania, t'es vraiment débile, puis c'est barré, Seth Rollins, il a fait et bien entendu, Kevin Patrick, il est resté... Pantois. Bon allez, le mariage, comme ça après on n'en parle plus, on termine cette histoire. On a installé tout le décor dans le ring, on a fait venir les mariés, d'abord, les hommes, hein, voilà, avec... derrière les témoins, il y a Humberto Carrillo, il y a Nicky H, belle relégation pour Nicky H, des randoms, voilà, ça c'est bien habillé, R-Truth il va officier. On accueille les mariés IEES, hein, donc ces dames. Très belle Dana Brooke, suivie par une Tamina, un peu à la bourre Tamina, un peu à la bourre, mais très belle Tamina qui va arriver accompagnée par, oula, reformation de la Team Bad, hein, instant émotion avec Sasha Banks, Naomi, bon bah voilà, comme elles ont plus de programme, elles peuvent faire mariage désormais. On a mis les coupes de chaque côté, R-Truth il fait quelques blagues, il dit à Reginald, t'as pas monté ta braguette. T'as regardé, pistache, hein, c'est drôle. Bon, par contre, dès qu'il va balancer d'une phrase, tout le monde va faire what, hein, voilà, bah là, les chants what sont revenus, vous allez faire venir Austin, donc ça va watter dans tous les sens. Est-ce que quelqu'un s'oppose à ce qu'on unisse ces deux couples ici présents? Et bah, Tamina, elle s'est opposée, figure-toi. Ouais, Tamina, elle a été chercher Reginald, elle l'a échangé avec Tozawa, elle voulait se marier avec Reginald, et puis finalement, elle a dit, oh bah non, bah je vais me marier plutôt avec Dana Brooke. Il y a une énorme pop de la part du public, parce que, voilà, Tozana et Reginald, mariez-vous ensemble. Finalement, elle a dit non, on va se marier avec les personnes prévues au départ. Voilà, vous pouvez embrasser la mariée, donc Tozawa et Tamina ils s'embrassent, c'est mignon. Reginald et Dana Brooke qui s'embrassent, c'est un peu plus passionné de ce fait. Reginald il envoie Dana Brooke par terre et pendant ce temps-là il lui fait un tombé, il y a un arbitre qui apparaît de nulle part. 1, 2, 3 et nouveau champion 24/7, attention Tamina la pote dans le dos et nouvelle championne 24/7, attention Tozawa qui passe sous la jupe de Tamina et nouveau
champion 24/7. Mais derrière toi, il y a Dana Brooke qui saute de la 3ème corde pour un crossbody et nouvelle championne 24/7 qui s'enfuit sur le dos de R-Truth à la manière de Carmella qui s'enfuyait également sur le dos d'R-Truth. Dana Brooke reste championne au final de ce mariage. Apparemment, les gens restent mariés. Ah, c'était un beau mariage. Ma patience ne reste pas très forte. Et entre nous, Dana Brooke, elle est pas si bien utilisée que ça. Hein. On retrouve rapidement Bobby Lashley en interview avec Sarah Schreiber. Je sais pas tout à l'heure, j'ai dit Megan Morant, mais non, c'est Sarah Schreiber. Évidemment, on a Arrow, c'est Sarah Schreiber. En fait, cette interview, elle va servir à ce qu'on diffuse un message de MVP accompagné d'Omos qui challenge Bobby Lashley. Il y a un bras de fer la semaine prochaine, un bras de fer. Ouh là là, les bras de fer. Vous savez que ça fait des chiffres incroyables et des audiences incroyables. Les chiffres sur YouTube, c'est toujours la folie. Les bras de fer, les bras de fer. Bobby Lashley, il accepte le bras de fer. Donc, la semaine prochaine, on a un bras de fer entre Omos et Bobby Lashley. Ça avait manqué. Les bras de fer, oula. C'est l'heure du main event. Cody Rhodes fait son entrée, on a remis les feux d'artifice, bien évidemment, la foule est en délire. Seth Rollins fait son entrée et introduit l'adversaire de Cody Rhodes, qui ne sera nul autre que son pote, Kevin Owens. Voilà, il est tout content d'introduire Kevin Owens. Allez, vas-y, va l'affronter. Kevin Owens, il est content d'aller affronter Cody, tu m'étonnes. Les mecs, en réalité, ils sont super potes. Pour la petite anecdote, je vous rappelle que c'était Kevin Owens qui avait mis en contact Cody avec tous les mecs du circuit indépendant, les Young Bucks notamment, le Bullet Club, et c'est pour ça que Cody, après, il était parti, il a fait le Japon, il a fait plein de trucs, et puis il est revenu, tu vois, donc là, les mecs s'affrontent, je trouve ça un petit peu mignon, un peu symbolique. Et puis surtout, on a eu 17 minutes de match, bon Dieu, qu'est-ce que c'était bien. Il y a une chimie qui est totalement naturelle entre Kevin Owens et Cody Rhodes, les mecs vont se travailler le dos, voilà, il y a du super work sur le dos, et aussi un super selling de la part de Cody Rhodes, on est particulièrement bien embarqué dans l'action, on est parti à la pub parce que Seth Rollins, il est arrivé, il a fait je vais venir observer ce qui se passe, s'est mis à la table des commentateurs, il a pas commenté, il était plus en rôle entraîneur de Ligue 1, voilà, qui encourage son club, allez les gars, allez Kevin Owens qui avait mal au dos, hein, il l'avait dit, ouais, quand j'ai affronté Stone Cold, j'avais mal au dos, il va prendre un surpassement sur les pointes de la part de Cody Rhodes, et là Seth Rollins, il est arrivé, il lui a dit vas-y, remonte dans le ring, là, bouge ton gros cul, fais quelque chose, là, bouge ton gros cul, c'était trop. Kevin Owens, il a fini par se barrer, donc c'est la fin hein, du beau roman d'amitié, j'ai l'impression, entre Seth Rollins et Kevin Owens, et ça sera une victoire finale de Cody Rhodes par des comptes à l'extérieur. C'est un petit peu dommage hein, d'avoir fini le match de la sorte, mais ça raconte l'histoire. Seth Rollins qui a visiblement plus d'appui, tu vois, pour aller affronter Cody. Cody qui reste fort malgré tout à la fin de ce segment. Le match a montré de bonnes choses, il a surtout révélé que Cody avait vraiment une très bonne forme physique et notamment une shape qui s'améliore de semaine en semaine, c'est à noter. Il reste fort. Est-ce que vous-même, vous restez fort à l'issue de cet épisode de Monday Night Raw? C'est tout pour moi, c'est tout ce que j'avais à en dire. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une agréable semaine. Je vous dis à la prochaine, c'était Sturi. Et tout le monde, reste fort. Finn Balor, attention, reste fort toi aussi. Ciao, bye bye.